de ce document, il faut vraiment qu'on pose le décor. Imagine la scène. On est en plein cœur des urgences, il fait nuit, t'as ce bruit de fond constant, les alarmes des moniteurs qui bipent dans tous les sens, les brancards qui roulent. Et là, boum! Ouais, l'arrivée en trombe. C'est ça. Un patient est amené direct au poste de l'infirmier d'accueil. Le gars est totalement inconscient, ses vêtements sont complètement trempés de sueur, il est livide. La toute première action, leur réflexe absolu sur le terrain, c'est de faire une glycémie capillaire. La petite piqûre au bout du doigt, ouais. Voilà, on met la goutte de sang sur la bandelette, et là, sur le petit écran, il n'y a même pas de chiffres, t'as juste 2 lettres qui s'affichent, LO, pour low, Ouais. indétectable. Là, c'est l'alerte rouge absolue. Quand tu vois une glycémie indétectable chez un patient qui est déjà dans le coma, tu déclenches immédiatement le protocole antidiabétique. Il n'y a pas de débat. C'est le branle-bas de combat, quoi. Totalement. Faut bien comprendre que chaque seconde qui passe avec cet affichage LO, c'est une seconde où le cerveau est privé de son seul et unique carburant. Les neurones, ils s'épuisent à une vitesse folle. Et c'est exactement pour ça qu'on se plonge dans ces dossiers médicaux aujourd'hui. En lisant toutes ces documentations sur les urgences toxicologiques liées aux antidiabétiques, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Bah non, c'est pas juste donner un carré de sucre pour faire remonter la courbe. Grave. C'est une vraie enquête de haute voltige. Une scène de crime biochimique, en fait. Les symptômes, les prises de sang, ce sont des indices laissés par la molécule coupable. Et notre mission, dans cette analyse, c'est de décrypter ça. Et c'est une enquête où t'as vraiment pas le droit à l'erreur, au départ. Face à ce fameux LO, l'urgentiste doit tout de suite faire un tri différentiel. Parce qu'en gros, il y a 3 grands suspects, 3 grandes catégories de traitement. Les sulfamides, les biguanides et l'insuline, c'est ça? C'est ça. Les sulfamides, les biguanides comme la metformine et l'insuline exogène qu'on s'injecte. Si l'équipe médicale se trompe de coupable, elle se plante de traitement. Et ça pardonne pas. C'est là que ça devient digne d'un polar. Dans les notes, on a ce cas d'un homme de 70 ans qui arrive aux urgences. Il est confus, complètement à l'ouest. On sait juste qu'il a un diabète de type 2. Et là, le premier réflexe, c'est pas de se jeter sur les perfusions. Non, l'action salvatrice, c'est l'interrogatoire de la famille. La question fatidique, quelle boîte de médicaments est vide à la maison? Et la réponse change tout le destin du gars. Si la famille te dit que c'est la boîte d'Amarel qui est vide, bon, l'Amarel c'est un sulfamide, on sait qu'on part sur un risque d'hypoglycémie massive, on protège le cerveau. D'accord. Mais s'ils répondent c'est la boîte de glucophage qui est vide, là c'est de la metformine, un biguanide. Et là l'orientation n'a plus rien à voir, l'hypoglycémie est super rare dans ce cas. Le vrai danger, c'est l'acidose métabolique. Mais on la traite avec des molécules dont les effets toxiques sont complètement opposés. C'est fascinant, ouais. Ça vient de leur mécanique. Les sulfamides, pour schématiser, c'est un fouet. Ils fouettent le pancréas pour le forcer à cracher de l'insuline naturelle, donc en surdosage, le sucre s'effondre. Ok, le fouet. Et les biguanides alors? Eux, ils touchent pas au pancréas. Ils vont voir le foie pour freiner la fabrication de sucre et ils forcent les cellules à changer leur métabolisme. Et c'est ce changement qui, en cas de crise, produit des déchets hyperacides. Ah ouais, l'approche est diamétralement opposée. Bon, commençons par ce fameux fouet, les sulfamides. Vu que le manque de sucre, c'est le truc le plus connu. Ce que j'ai vu dans le document, c'est que ce sont de vrais bombes à retardement. Exactement. Le délai d'action est traître. Il y a ce cas pratique, une patiente qui arrive aux urgences 6 heures après avoir avalé une grosse dose de glimépiride. C'est un sulfamide classique. Et le truc fou, c'est qu'elle va super bien. Elle sourit, les constantes sont parfaites, 0 symptômes. Et c'est là le piège. Bah oui, parce que moi, à l'accueil, honnêtement, je lui dis de rentrer chez elle et de surveiller, quoi. Surtout pas malheureuse. Ce serait l'erreur fatale. La particularité de ces molécules, le glimépiride, glibenclamide, glyclaside, c'est leur effet retard. L'hypoglycémie sévère, elle tape souvent entre 8 et 11 heures après l'ingestion. Ah oui, donc l'infirmier d'accueil a bien fait. Il la garde sous surveillance stricte, interdiction formelle de rentrer à la maison. Heureusement. Parce qu'à H+9, donc 9 heures après la prise, la patiente est dans son box et d'un coup, sans prévenir, elle se met à convulser violemment. L'hypoglycémie profonde cachée vient de se réveiller. Et dans le dossier, il parle de signes neurologiques lourds, asthénie, coma et un truc appelé signe de Babinski bilatéral. C'est quoi ce truc? Le Babinski, c'est un réflexe neuro. Normalement, si tu grattes la plante du pied avec une pointe, les orteils se plient vers le bas. Mais quand le cerveau est en très grande souffrance, par exemple par manque de sucre, les orteils s'écartent et remontent vers le haut. Ah la vache! Et bilatéral, ça veut dire des deux côtés. Voilà, c'est le signe d'une atteinte grave. Et biologiquement, c'est le chaos, tachycardie, baisse de tension, les globules blancs qui explosent en hyperleucocytose, et le potassium qui chute, la fameuse hypokaliémie. Le corps est en pleine tempête. Du coup, c'est quoi l'escalade thérapeutique? Si la prise date de moins d'1 heure, j'ai vu qu'on donne 50 grammes de charbon actif à boire. Ouais, pour absorber le toxique dans l'estomac, c'est la décontamination classique. Mais si on en est au stade des convulsions? Il y a un autre cas pratique avec un patient tellement agité qu'on n'arrive pas à lui poser une voie veineuse. C'est physiquement impossible de le piquer. On fait comment? Là, on passe à l'action immédiate avec du glucagon. On lui fait une piqûre en intramusculaire, dans la cuisse ou l'épaule, d'1 milligramme. Le glucagon, c'est l'hormone inverse de l'insuline. Ok, Elle va toquer à la porte du foie et lui dire de balancer toutes ses réserves de sucre direct dans le sang. c'est malin. Donc ça remonte le sucre un petit peu. C'est ça. Le cerveau reçoit un shoot d'énergie, le patient s'apaise, arrête de s'agiter, et là, l'équipe peut enfin poser la perfusion pour envoyer du G30, du sucre très concentré. Et bim, le problème est réglé. Eh non, c'est là qu'est le vice du sulfamide. Le médicament est toujours dans le corps et il continue de fouetter le pancréas. Si tu perfuses du sucre pur, le pancréas le détecte et réagit comment, à ton avis? Ah, purée, il fabrique encore plus d'insuline. Exactement.
Tu crées une boucle infernale. Le traitement provoque la rechute sous perfusion. Le serpent qui se mord la queue, quoi. Comment il brise ça? Avec l'antidote spécifique, l'octréotide. C'est injecté en subcutané. En gros, ça met le pancréas sur off. Ça bloque la sortie d'insuline, ce qui permet de perfuser le sucre en toute sécurité. C'est de l'ingénierie médicale pure, mais ça demande aussi une logistique de dingue. Il y a le cas de quelqu'un qui a pris 10 comprimés de glyclazide. Sa glycémie à l'arrivée est quasi normale, 0,8 g. Mais l'algorithme dit de l'envoyer direct en SEV, la salle d'accueil des urgences vitales. Pourquoi cette escalade si la prise de sang est bonne? Parce que 10 comprimés, c'est une dose massive. L'ARPE décisionnel n'attend pas la catastrophe. Dose massive, c'est direct la SEV pour un scope permanent. Si tout va bien 12 heures plus tard, on redescend en soins continus, l'USC. Bon, ça, c'était le piège du sucre avec les sulfamides. Changeons de coupable. Les biguanides et surtout la star, la metformine. Là, l'ambiance n'a plus rien à voir. Le sucre n'est plus le problème, on passe à une acidose métabolique silencieuse. La metformine, c'est le traitement oral le plus prescrit au monde pour le diabète. Très sûr en temps normal. Mais en cas d'intoxication, au-delà de 10 grammes, c'est foudroyant. Le danger mortel, c'est l'acide lactique, surtout s'il y a insuffisance rénale. Bah justement, on a ce 6e cas hyper trompeur, un homme de 60 ans sous metformine qui a une grosse gastro-entérite depuis 2 jours, il est très déshydraté, le médecin voit qu'il a une respiration hyper ample, la fameuse dyspnée de Kussmaul, Ouais, un signe classique de l'acidose. et la tension s'effondre, le gaz du sang confirme ailleurs. pH catastrophique, lactate à 8. Mais la vraie question, c'est comment une simple gastro transforme un médicament banal en poison mortel. Pour imager, dis-toi que la metformine, c'est une usine dans tes cellules. Elle produit des déchets. Normalement, ces déchets partent dans des camions poubelles et sont éliminés par les reins. Ok, je vois. Mais avec une gastro sévère, le gars se déshydrate. Les reins n'ont plus d'eau. Ils se mettent en grève. L'insuffisance rénale aiguë. Les portes de sortie se ferment. Donc l'usine tourne, mais les poubelles s'entassent. C'est ça. La metformine s'accumule, bloque la respiration des cellules, les cellules paniquent et produisent de l'acide lactique en masse. Le sang devient corrosif. Et cette respiration ample de Kussmaul, c'est juste le corps qui essaye de recracher du CO2 pour baisser l'acidité. C'est terrifiant, juste parce qu'il manquait d'eau. Et le traitement est super lourd. Intubation, remplissage massif, parfois des poches de bicarbonate en intraveineuse. Ouais, et parfois, il faut aller encore plus loin. Prends ce 7e cas d'un patient en choc réfractaire, anurie totale, plus une goutte d'urine, son pH est à 6,9. 6,9, c'est pratiquement mortel. La norme, c'est 7,4. Hein. Exactement. Là, c'est l'appel d'urgence au néphrologue. Il pose un gros cathéter et lance la dialyse. L'épuration extra-rénale, direct à H+2 pour laver le sang et virer les lactates qui crèvent le plafond. Et à l'inverse, t'as le 8e cas, un jeune qui avale 12 grammes de metformine d'un coup, volontairement. C'est une dose toxique énorme, mais son bilan est nickel, pH normal, et surtout ses reins vont bien, sa créatinine est bonne. Donc là, on dialyse pas. Bah non, j'ai vu que l'impact sur le triage, c'est juste une orientation en USC pour 48 heures, avec beaucoup d'hydratation. Ces reins intacts font le boulot d'évacuation naturellement. Ça te montre l'importance vitale du rein. C'est fou. Bon, avançons, parce qu'après les cachets, on a les injections directes, l'insuline exogène, et là, on bascule dans un chaos instantané. Le choc neuroglycopénique. Le cerveau lâche, t'as de l'agitation, des secousses musculaires qu'on appelle myoclonie, le coma. Et il y a un truc biologique majeur, l'hypokaliémie. Ouais, le shift potassique. Mais je croyais que l'insuline, ça gérait que le sucre. Pas seulement. Imagine l'insuline comme le videur d'une boîte de nuit, qui est ta cellule. Il ouvre la porte pour faire rentrer le sucre. Mais la porte est tellement grande ouverte que le potassium du sang en profite pour rentrer aussi. Ah, les petits resquilleurs. C'est ça. Du coup, le sang se vide de son sucre et de son potassium en même temps. Et un sang sans potassium, c'est l'arrêt cardiaque. Punaise. Et parfois, faut jouer les détectives. T'as ce cas d'un culturiste retrouvé inconscient avec plein de fioles sans nom autour de lui, glycémie à 0,3, potassium à 2,8. On se doute que c'est de l'insuline, mais comment le prouver? C'est l'arme secrète du labo, le rapport insuline sur peptide C. Alors, explique-moi ce fameux peptide C, parce que c'est technique. C'est simple, quand ton pancréas fabrique son insuline naturelle, il l'emballe. Cet emballage, c'est le peptide C. Quand il libère l'insuline, il jette l'emballage dans le sang avec. Donc tu as toujours un emballage pour une insuline. Le ratio est de 1 pour 1. D'accord, mais l'insuline des fioles, la pharmaceutique, elle... Elle est purifiée, c'est juste le bonbon, il n'y a pas d'emballage. Donc si le labo trouve un taux d'insuline immense, mais un peptide C effondré, avec un ratio largement supérieur à 1. C'est la preuve que ça vient de l'extérieur. Exactement, le diagnostic est posé. C'est implacable. Mais après, il faut sauver le gars. Et il y a ce 10e cas d'un patient en hypo extrêmement combatif. Il tape, impossible de le piquer. On refait le coup du sulfamide, glucagon en intramusculaire pour le sédater en relarguant un peu de sucre du foie. Puis la voie veineuse avec les ampoules de G30. Il se réveille direct. Mais le relais est critique. Faut brancher une perfusion de G10 ou G20 en continu. Et surtout, y ajouter du potassium, le fameux KCl. Bah oui, parce que si on remet du sucre, l'insuline qui traîne dans le sang va rouvrir les portes de la boîte de nuit et réembarquer du potassium. C'est une fuite en avant. Tu corriges le sucre, tu perds le potassium. Faut amener les deux en même temps. Et après, relais par des sucres lents, Péros. Un vrai boulot d'équilibriste. Alors, pour synthétiser tout ça, les médecins utilisent un super outil, la matrice des toxidromes. Le tableau magique, ouais. Ça croise les délais, les signes, la biologie et les antidotes. C'est le 11e cas, un patient dans le pôle avec plein de blisters vides. On applique la matrice, la glycémie est très basse, le potassium est normal et il n'y a pas d'acidose. Déduction logique. Mhm. Pas d'acidose, on élimine la metformine.
Potassium normal, on élimine l'injection d'insuline massive. Il reste quoi? Le sulfamide, exactement. Et du coup, on peut donner l'octréotide direct. Et ça nous amène au dernier point, le bed management, la gestion de crise la nuit. 12e et dernier cas. Une garde sous haute tension. 3 patients arrivent en même temps pour tentative de suicide, chacun avec une classe d'antidiabétiques différente. Là, on applique les critères macro pour l'orientation. Zone 1, le box ou la sortie, c'est mort pour les suicides. Zone 2, l'USC. Zone 3, la REA ou la SAUV. L'impact logistique est parfait. Le sulfamide, stable mais avec effet retard, part en soins continus pour 48 heures. La metformine, qui commence à taper sur les reins, part direct en REA pour anticiper la dialyse. Et l'insuline reste sous scope en SAV. Chaque patient au bon endroit. C'est l'essence même de la toxico d'urgence. L'idée, c'est pas juste de traiter ce que tu vois à l'instant T. Faut anticiper la mécanique invisible. Le piège retardé, l'acidose, la balance du potassium. Voilà, transformer le chaos en une chorégraphie hyper précise. Et ça m'amène à une dernière réflexion inédite pour clore cette analyse. Quand on voit que notre survie dépend d'équilibres aussi millimétrés, le sucre, le pH au centième près, cette petite valse du potassium, combien d'autres médicaments qui ont l'air totalement inoffensifs dans nos placards ne sont en fait qu'un dérèglement enzymatique prêt de reprogrammer complètement notre physiologie?